Bienvenue à Virage, bien content de vous retrouver. Aujourd'hui à l'émission, nous allons vous parler du Subaru WRX version STI. On va aussi parler du salon des véhicules électriques. On va débuter nos chroniques de pneus d'hiver. C'est déjà le temps d'en parler avec des harnais pneumécaniques. On va avoir beaucoup de nouvelles de l'industrie avec Mathieu Thomasin et on va répondre à vos questions à la fin de l'émission. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous poser vos questions et commentaires. Jacques, bienvenue, salut. Salut Daniel. Ça va bien? Oui, très bien, merci. En forme? Ouais. Ben oui, je suis. En forme, j'espère. On a plusieurs sujets à jaser aujourd'hui. Oui, on va essayer de couvrir ça. Ça commence très, très fort avec Subaru. Oui. On a en studio aujourd'hui la WRX version STI. J'étais pas sûr de mettre cette voiture-là en studio parce que je me suis dit, c'est pas une grosse nouveauté, puis je pense qu'on va pouvoir trouver d'autres choses de plus actuelles. Le modèle change. On sait qu'on a déjà montré des photos de la nouvelle génération qui va arriver, remodelée, retravaillée. Mais après 2 jours dans le véhicule, je me suis dit, c'est efficace. J'ai été dur avec Subaru, je suis encore dur avec Subaru. Mais cette version-ci, 310 chevaux, c'est pas de la puissance à outrance, mais c'est de la puissance qu'on peut bien exploiter dans ce véhicule. Oui, absolument. Moi, je me souviens que lorsqu'on a présenté ce véhicule-là, les premières STI, j'avais été invité sur un voyage de Subaru où on nous emmenait dans une région où on pouvait vraiment sortir ce qu'il y avait dans le ventre de ce véhicule-là. Et 300 chevaux, à l'époque, on trouvait ça bien, bien excitant. Je ne sais pas comment ça se fait que 310, c'était encore moins excitant que ça l'était à l'époque. Mais c'est un véhicule qui est bien balancé. C'est un véhicule qui se prend bien en main. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'au niveau de traction, bien, ce véhicule-là donne du plaisir, une affaire incroyable. On a une impression de solidité. Il me semble que c'est un véhicule qui ne brise pas. Alors, tu peux pousser dedans, tu peux t'amuser et tu vas te faire plaisir en démon. S'il y a quelque chose que j'aime pas sur le véhicule, c'est l'aileron arrière. Je trouve qu'il prend vraiment de la place puis il attire vraiment l'attention. Est-ce qu'on a besoin d'un aileron comme ça sur la route de tous les jours? Absolument pas. Mais ils ont jugé que lorsque tu voulais rouler à haute vitesse, que ça pouvait justement te permettre de coller davantage. Mais je pense que la façon dont ils l'ont ajusté, il est assez neutre, qu'il ne donnera pas vraiment de poids sur le véhicule. Absolument pas. Puis au moins, on peut le dire à Subaru, tu as l'option de ne pas l'avoir. C'est ça, donc, absolument. Tu peux choisir de ne pas l'avoir ou de l'avoir. Ouais. Ça revient à ton choix. Plusieurs choses. D'abord, le confort des sièges Recaro à l'intérieur, c'est vraiment là, aucun mot à dire. Position de conduite, transmission qui est agréable, changer de vitesse, c'est facile à faire. Bon, l'aménagement intérieur, c'est de l'ancienne génération, je ne reviendrai pas là-dessus, mais c'est quand même efficace dans sa dysfonction, si je peux dire. Donc, on peut réussir à s'y retrouver. C'est petit écran qui est beaucoup trop petit pour les véhicules d'aujourd'hui. Là, on est rendu avec des écrans beaucoup plus grands, mais le système s'exploite bien. On peut jouer dans le système et ça fait quand même le travail. Mode de conduite également. Il commence à faire frais. Là. Je voulais mettre les sièges chauffants, puis il faut se contorsionner un petit peu pour les sièges chauffants. Donc, on va repenser tout ça dans la nouvelle génération, j'imagine, mais c'est pas ça qui est important, c'est la conduite, la solidité, le roulement du véhicule et justement les 310 chevaux, qui c'est pas évidemment d'actualité. La prochaine génération, on pense de monter ça autour de 400, mais exploiter ces 310 chevaux-là, ça se fait bien dans le véhicule actuel. Tout ça pour dire que la prochaine génération qui va arriver dès le printemps prochain ou qui va être présentée le printemps prochain a de la pression, Jacques, parce que cette voiture-là est à point. Celle-ci, depuis le temps qu'ils la développent, ils sont rendus à un niveau de développement qui tu ne peux pas aller vraiment plus loin. Quand tu parles au niveau moteur, etc., transmission, le bras de vitesse est un petit peu auto-accroché un peu, mais on s'habitue de passer les vitesses avec. Moi, ce que j'aime, c'est le moteur grogneux qu'il y a là-dedans. Ça rappelle des vieux souvenirs là, dans Volkswagen, etc., mais qui est rendu beaucoup plus moderne et beaucoup plus intéressant à rouler. Alors, c'est un véhicule qui est performant, un véhicule qui freine, une affaire incroyable, tenue de route. Qualité des matériaux, c'est en augmentant. Ça avait besoin d'être amélioré. Ça a été fait pour 2020-2021. Moi, je me dis que la prochaine génération, moi, j'aime ce véhicule-là parce qu'il y a de l'air costaud.
il y a de l'air brut un peu, alors que quand on regarde la WRX qui s'en vient, elle est plus douce, plus adoucie au niveau des... Je ne sais pas ce que ça donnera vraiment quand on en verra une, mais ça va être dur de battre celle-là. Ça nous laisse sceptiques pour la prochaine génération, mais une fois qu'on va l'avoir en vrai, parce que c'est exactement la même chose que j'ai dit avec cette version-là, lorsqu'on nous l'a présentée, j'aurais aimé avoir un peu plus de punch. C'est toujours la même chose avec Subaru, j'en veux un peu plus, je veux un peu plus de mordant, puis on me laisse tout le temps sur mon appétit. Mais cette voiture-là est à point, effectivement. Alors, j'ai hâte d'avoir la prochaine génération. Mais le plus de mordant, ça demande... Tu voudrais plus de mordant par rapport que la voiture est solide et qu'elle est bien attachée au pavé. Alors, ce véhicule-là peut prendre davantage de moteur. Mais si tu roules avec 310 chevaux, promène-toi et puis tu vas avoir du plaisir. Et un conseil, on ne joue pas dans le moteur, les amis. Pas de chip, pas de rien, pas de système d'admission d'air changé pour changer le son, puis on vient débalancer toute l'affaire. On le laisse tel quel, puis on va pouvoir l'avoir longtemps. Ça, c'est ma recommandation pour ce moteur-là. Plusieurs versions sont disponibles. Si on part du WRX, c'est 32 000 le prix de départ. Alors, on peut s'amuser avec des versions jusqu'à 49 000 pour la version que nous avons ici même en studio. Ouais. Merci, Jacques. On se reparle tout à l'heure. Bonne voiture. Oui, au plaisir. Voilà, on s'arrête et on va revenir rester là. Voilà de retour et les salons sont repartis et ça, c'est une bonne nouvelle. Avait lieu la semaine dernière le salon de véhicules électriques. Et Jacques, on est allé faire un tour, on a assisté à une conférence de presse, on a fait le tour du salon. Évidemment, beaucoup de restrictions étant donné la disponibilité des véhicules électriques. On parle beaucoup de véhicules électriques, mais la disponibilité reste quand même assez limitée. Absolument. Surtout que maintenant, GM ne peut plus vendre de Bolt, alors ça aide pas. Et l'approvisionnement, ça fait défaut par les temps qui courent, alors c'est un peu difficile d'avoir certains véhicules. Mais il y a quand même quelques produits qui ont retenu mon attention là-bas au salon. Outre les vélos, parce que j'ai bien aimé regarder tous les vélos électriques, et ça, c'était le fun de voir l'évolution de ce côté-là. Et ça sera pour une autre émission. Vélo et trottinette. Vélo et trottinette, effectivement. Mais il y avait une vedette, et la vedette, c'était le fun de l'avoir ici, c'est la Hyundai Ioniq 5. Cette voiture-là qui arrive avec un style complètement éclaté. On s'en va dans une nouvelle direction design du côté de chez Hyundai et on nous présente un véhicule moderne qui ose au niveau design, là, intérieur, extérieur, c'est quand même assez osé et ça attire l'attention, ça a attiré l'attention. Bien évidemment, c'est 100% électrique ce véhicule-là. Il va arriver en 2022, donc il est tout près là, de la production finale. Et c'est un peu complexe, mais dépendamment de la version que vous allez choisir, vous pouvez avoir 354 km d'autonomie, 400, 435 ou 480. Alors, ça vous laisse quand même le choix selon différentes versions. Alors, on va pouvoir remorquer 1500 livres avec ce véhicule-là. Toutes sortes de versions, comme j'ai dit, disponibles, mais c'est assez particulier. C'était le fun de l'avoir. Oui, trois versions. Trois versions, comme tu dis, avec les différents types de puissance de moteur, si on veut, parce que, en tout cas, pour moi, je suis encore là. La misère à transférer au kilowatt, ces choses-là. Mais c'est un véhicule que j'aime quand même à regarder parce que ça fait différent. Ça sort de l'ordinaire, c'est plus carré, ça fait plus box, boîte, plancher plat à l'intérieur, tableau de bord avec quoi? C'est deux écrans, comme deux écrans. Ça va peut-être être dérangeant un petit peu au début. Il faut s'habituer à ces types d'écrans-là. Et la prise où on va recharger le véhicule, où tu vas te brancher dans l'aile arrière droite, à côté, il y a une autre prise que si tu fais du camping, par exemple, tu vas avoir une lumière pour t'éclairer, tu te branches là-dedans, puis tu vas avoir du 110 à côté de toi pour te faire une petite chaufferette ou je sais pas quoi que tu pourras mettre dans ta tente. Mais je trouve qu'ils ont sorti quelque chose d'intéressant. C'est facile à faire. Il y a tout ce qu'il faut dans la boîte en arrière pour donner du courant. Alors pour moi, ça va être un véhicule qui est intéressant, 2 roues ou 4 roues motrices selon
selon qu'est-ce qu'on va prendre. Parce que dans le modèle avec le moteur de base, ça va être un 2 roues motrices. Mais j'ai hâte de voir le prix qu'on va nous afficher en fin de ligne. Mais j'ai aimé voir l'intérieur, j'ai aimé voir l'extérieur. La dimension du véhicule est quand même intéressante. Je pensais que ça aurait fait un véhicule plus gros, plus étendu, mais ça fait carré quasiment comme la table ici. Mais on va s'habituer à ça. Ça a été comme tu dis, c'est une vedette, la vedette qui était au salon. Oui, bien, c'est une nouvelle génération parce qu'il faut mentionner que c'est une nouvelle génération de voitures. Absolument. Donc, la Ioniq 5 va donner, évidemment, va donner d'autres versions qui vont arriver, va être déclinée en plusieurs versions. Et les Ioniq vont être 100% électriques. Donc, il faut s'attendre peut-être à avoir arrivé là, c'est un modèle à ion. Il va falloir attendre à voir arriver un modèle plus traditionnel, peut-être même une version sport utilitaire. Puis, on va aborder ce design-là du côté de chez Hyundai. Alors, c'est prometteur et ça a attiré l'attention. On voyait que tout le monde allait voir ça. Tournait autour de cette voiture-là, puis on aimait ça, évidemment. L'autre côté, du côté de chez Kia, il y avait une autre vedette là qu'on voyait, moi je la voyais pour la première fois, c'est le Sorento version branchable, donc PHEV. Ben oui. Du côté de chez Kia, on sait que ça arrive très rapidement, 50 km d'autonomie. C'est un beau véhicule aussi, donc qui attire l'attention du côté de chez Kia. J'aurais aimé voir la EV6, donc la version Kia du Ioniq 5, là, si on veut, là, parce qu'on a développé deux véhicules en même temps, qui aborde un design différent, la EV6, qui est un peu plus traditionnel, mais d'après moi, qui va traverser un peu plus les années que le Ioniq 5. Donc, ça, j'aurais aimé ça, voir ce véhicule-là. Bien, ça, c'est un beau véhicule. C'est un véhicule qui est spacieux, c'est un véhicule qui est ergonomique, c'est un véhicule qui est la version hybride. Alors, aller chercher 45-50 km d'autonomie, ça peut te permettre, justement, dans une région comme Québec, si tu vis à Québec ou tout près. Alors ça, c'est intéressant. Et il y a un petit peu de remorquage que tu peux faire avec, mais on regarde toutes les versions de Sorento, par exemple, depuis qu'ils ont enlevé les V6 qu'il y avait là-dedans. Ça a baissé pour le remorquage. Bien, on voulait transférer les gens vers le Telluride pour pas, évidemment, jouer sur deux tableaux et cannibaliser un ou l'autre. C'est ça qu'on voulait faire. C'est ça. Mais c'est un véhicule agréable à conduire et c'est intéressant que ça arrive sur le marché, ça. Bien, absolument. Autre véhicule qui est intéressant au salon là-bas, c'est Imperium. On arrive avec le Skywell, un sport utilitaire chinois, une nouvelle compagnie qui va s'implanter ici à Québec, au Québec. Déjà, la personne m'avait dit qu'on allait rencontrer deux clients potentiels, donc deux concessionnaires potentiels pour cette nouvelle compagnie-là, qui est quand même sérieuse parce qu'on est allé chercher des hauts dirigeants de chez BMW qui sont maintenant en Chine en train de travailler pour cette division-là. On développe de nouveaux produits et le Skywell, ce sport utilitaire-là, est le premier véhicule qui va rouler ici sur nos routes. Alors, c'est pas rien. Les chiffres européens au niveau de l'autonomie, on a 354 et on a 350 et 480, donc deux versions à traction. Pour l'instant, pas de 4 roues motrices. On n'en parle pas de 4 roues motrices. On peut bien voir que ça va arriver éventuellement. On a des véhicules aussi faits pour le travail, donc une division de véhicules de travail qui va être là aussi, style ProMaster et Sprinter du côté de chez Mercedes, donc qui vont arriver 100% électriques. On va développer aussi plusieurs autres produits. J'ai vraiment hâte de voir et j'ai pu l'essayer. Donc, on a quand même... C'est un privilégié. On va laisser essayer ce véhicule-là, ce qui est assez particulier. J'ai aimé rouler là-dedans. C'est un véhicule très honnête. C'est un pré-production. Qualité de finition, c'était quand même très acceptable. L'aménagement, au goût du jour. Ne pas avoir su que c'était un véhicule chinois, quand tu roules avec, tu aurais pu croire que c'est n'importe quel autre véhicule. Alors, très honnête, j'ai aimé. Il y a un bruit de ce coupe-volante qu'on a mis à l'intérieur du véhicule qui fait futuriste un peu. Mais bon, ça vient avec ça. C'est quand même assez intéressant. Le seul point faible, c'est la direction, mais je ne sais pas si les pressions d'air étaient adéquates. Bref, c'est en pré-production. Mais pour le reste, accélération et tout, ça faisait le travail.
qualité des écrans du bloc instrument puis de l'écran central va être améliorée. C'est comme de l'ancienne génération. La résolution n'est pas terrible. Et c'était écran chinois, donc je n'ai pas pu aller jouer dans le système. Je n'osais pas aller jouer dans le système parce que c'était écrit en chinois. Mais pour le reste, c'est assez le fun. Oui. Bien, qu'on le veuille ou pas, les Chinois, depuis le nombre d'années qu'ils construisent des véhicules, c'est pas d'hier, et ils ont une façon de copier, eux autres, qui est particulière. Puis on pense à Honda, par exemple, qui faisait construire des véhicules là-bas. C'est CR-V qui avait copié. CR-V, ils ont copié le véhicule, ils ont mis un autre nom dessus, puis c'est devenu à eux autres. Allez-vous-en avec vos designs, etc. Alors, les Chinois sont capables de construire des choses intéressantes. Comme si tu leur demandes de te fabriquer un crayon à 10 cents, ils vont t'en fabriquer un, mais tu peux en avoir un à 20 piastres aussi. Alors, ils sont capables de qualité, mais il faut que tu mettes les prix qui vont avec. Alors, on regarde l'automobile depuis longtemps. Tout ce qui est électrique, les Chinois, on m'a dit que ça fait longtemps qu'ils pédalent, qui ont des vélos, et qui ont des vélos électriques et des mobylettes électriques. Alors, dans l'automobile, c'est la même chose. Alors, ils sont là, ils sont prêts à arriver sur le marché. Et tout à l'heure, on va avoir des véhicules que tu ne seras pas obligé d'aller apprendre la langue chinoise pour découvrir qu'est-ce qu'il y a dans le tableau de bord. Ça va tout être écrit dans notre langue. Et les véhicules qu'on avait ici, qui nous ont apportés au salon, c'était pour nous démontrer qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais il y a une chose certaine, c'est que ceux-là, tu n'as pas légal pour rouler ici au Canada. Non, mais on a déjà les prix. Et selon les versions, 44 500, donc un classique, évidemment, pour être éligible au rabais, et 37 500 pour le modèle d'entrée de gamme. Les véhicules chinois, on se disait, le jour où les Chinois vont arriver, eux vont faire baisser les prix et ils vont arriver avec des véhicules en grande quantité. Oui. C'est pas le cas. Tu sais, les prix sont exactement là, dans les mêmes véhicules que Kia, Hyundai. Sont dans les mêmes prix que les autres. Chevrolet Bolt, même un petit peu moins cher. Bref, au niveau des prix, ce qu'on croyait que les Chinois allaient être capables de faire baisser les prix, c'est pas le cas. Non. Bien, c'est-à-dire qu'ils seraient fort probablement capables, mais ils ont été se placer juste un petit peu en dessous, comme les Coréens ont fait il y a quelques années. Les Coréens se sont ajustés, ça n'a pas été long. Et les véhicules chinois qui vont nous arriver au niveau de dimension, je pense que ça ressemble beaucoup plus, exemple, au CR-V de l'édition qu'on avait auparavant. La nouvelle génération de CR-V est un petit peu plus volumineuse, je crois, que ce qu'on nous a présenté avec les nouveaux véhicules Emporium. Merci, Jacques. Plaisir. Alors, voilà, on s'arrête pour une pause et au retour, les nouvelles de l'industrie. Restez là. Voilà de retour et c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Mathieu Thomasin. Salut Mathieu, ça va bien? Ça va très bien, Daniel. Content de te retrouver? Ben moi aussi, puis en plus, j'arrive en studio, il y a un beau STI. Ça me rappelle tellement mes souvenirs quand j'avais eu mon 2.5 RS 2001. Tu sais, c'était comme l'ancêtre du STI. C'est pareil! Avec moins de moteur en 2001, mais tabarouette que c'était le fun. Tu sais, l'hiver, le côté racé, puis ça revient à ce que c'est l'essence rallye, là, quand tu places les mains derrière le volant, puis là, tu te mets en mode pilote de course un peu. En tout cas, une chose est sûre, c'est une vraie bête, ce véhicule. Absolument. Alors, on commence justement avec Subaru? Ben oui, effectivement, tu le sais, on est en train de revoir pas mal l'ensemble de tous les véhicules dans la gamme. On avait essayé le Outback, on avait justement ajouté l'édition Wilderness, et en passant, il faut le prononcer Will et non Wild. Okay. Je donne un petit côté wild, moi, de ma part. Ouais. Le Forester, on n'y a pas échappé. Hein? On a refait un genre de changement au niveau du fascia. L'édition Wilderness aussi a fait son apparition. Et je dois avouer que, bon, ça fait quand même bien, mais on conserve un style quand même assez conservateur depuis longtemps. On prépare une nouvelle version. Et là, cette nouvelle version-là, il y en a beaucoup qui se posaient la question, est-ce qu'on va partager la plateforme du RAV4? Parce que, soyons francs, Subaru et Toyota, présentement, là, on dirait qu'on se lève et qu'on se dit « Bonjour, bon matin, ça va bien? » On partage le même lit si on veut. Et là, bon, pour justement répondre à la question, ça ne sera pas le cas, mais on va utiliser la motorisation hybride, ça, c'est sûr, à 100 %. Et on veut conserver, cependant, notre côté hors route. La rumeur provenait de là, Mathieu, parce que on savait que toutes les composantes mécaniques allaient être celles du RAV4. Ouais. Donc, on s'est dit probablement qu'on va
retravailler un peu un RAV4 du côté de chez Subaru. Non, on utilise la plateforme qu'on connaît chez Subaru, mais on incorpore toutes les composantes mécaniques de Toyota. Hybride, et il faut parier sur un hybride branchable également. Ben oui. Maintenant, c'est ce que ça veut dire pénurie de véhicules du côté de chez Subaru, parce qu'on a de la misère à livrer du côté de chez Toyota. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Bien, de la misère à livrer et aussi, on fait des promesses, mais en passant ces véhicules-là, ça marche bien. On réalise les promesses, justement, de performance, tant au niveau de l'autonomie et tout. Mais il ne faut pas oublier que Subaru, c'est l'attraction intégrale, c'est la possibilité d'aller plus loin hors route avec le véhicule. Puis le Forester, il est là pour ça. Fait que Subaru, il tenait mordicus à ce qu'on conserve. On le sait, côté traction intégrale, Toyota, c'est pas si pire, mais Subaru a une petite longueur d'avance et on veut justement implanter ça. On n'aura pas besoin d'attendre longtemps. Là. Troisième, quatrième quart de 2022, on va voir arriver ce Forester-là 2023. Exact. J'ai hâte de voir. On a hâte de l'essayer, bien entendu, surtout la partie Wilderness, tu me connais. Absolument. On y va avec d'autres nouvelles technologiques. Écoute, si je te dis GM Super Cruise, bon, on le sait, c'est le fameux système de conduite autonome. Je l'avais essayé, moi, ici, du côté de Québec. C'est correct. C'est correct sur l'autoroute. C'est correct quand le trafic ralentit. C'est correct pour déstresser un peu. On vient rehausser la coche et là, on va appeler ça Ultra Cruise. Donc, ça va être vraiment un type de conduite autonome de niveau 2 qu'on va introduire tout d'abord dans les véhicules de Cadillac. Puis juste pour te dire, on va être capable de prendre des virages, on va être capable même de rentrer dans son entrée. Et du côté de Cadillac, on nous dit qu'on va couvrir 95 % des routes. Mais attention, ces routes-là sont pavées. Donc, si vous restez dans le nord de Québec ou sur une ZEC, ça va pas bien. Et surtout autoroute. Je pense on ne veut pas avoir de trafic transversal. Donc, évidemment, c'est surtout des autoroutes. Puis on a ajouté beaucoup d'autoroutes et on va améliorer aussi le dépassement avec le Ultra Cruise lorsqu'on veut dépasser un véhicule. Mais on n'a pas fait l'erreur que pas mal Tesla a fait au travers du temps en disant c'est une conduite purement autonome, on se lève les mains, on se met les mains en arrière de la tête, puis il n'y a pas de problématique. Du côté de GM, on était très clair qu'il y a toujours besoin d'une assistance humaine et c'est pour ça qu'on est un niveau 2. Cependant, on se prépare encore pour la prochaine génération car on a réservé le nom Hyper Cruise. Donc, Ultra, hyper... Bien, le prochain, c'est Ultra Hyper Cruise. Soyons francs. Tu vois un peu où est-ce qu'on s'en va. Mais c'est sûr que les véhicules Cadillac vont toujours être les véhicules forts pour tester cette technologie-là. Et après, ça va découler, bien entendu, dans les autres véhicules de la marque. Mais on s'en va vers ce type-là de conduite. Moi, je vous le dis, l'hiver, ça prend tout un ordinateur en arrière pour savoir comment réagir, détecter les objets. Le Super Cruise a des programmes lorsqu'il y a trop de neige, lorsqu'il ne voit pas les lignes et tout ça. Oui. Ça va demeurer à peu près la même chose, mais évidemment qu'on ne peut pas développer des systèmes pour le Québec et pour les pays nordiques. Mais en plupart du temps, 8-9 mois ici, on est capable de l'utiliser. Mettons un 8 mois facile. Ouais. Et avec cette amélioration-là, on garde aussi quand même toujours, on a une petite caméra sur le volant qui s'assure que le conducteur, d'abord, la vue n'est pas obstruée, on n'a pas un journal ou un livre en train de lire, et qu'on reste concentré sur la route. Dès qu'on se déconcentre trop longtemps ou qu'on tourne la tête, le système désactive ou demande de toucher le volant. Alors, c'est quand même bien fait, puis tout ça va demeurer en place. Donc, on combine, bien entendu, radar, lidar, caméra, et là, on a un ordinateur plus puissant que le jamais. GPS, localisation GPS Exactement. Fait que j'ai hâte de le voir rentrer dans ma cour, mais dites-vous qu'aujourd'hui, les ordinateurs de ces véhicules-là sont tellement puissants, mais on a quand même envoyé des gens dans l'espace avec des ordinateurs qui étaient pas mal moins performants qu'un Pentium 75 dans le temps. Absolument. On y va avec la prochaine nouvelle. On reste toujours technologie. On parle du fameux Consumer Electronics Show du côté de Las Vegas. Et si tu te rappelles, dans le passé, GM avait lancé la Bolt là-bas, donc ça avait fait un tollé parce que c'était comme un peu, bon, je te dirais pas le début, mais de plus en plus les manufacturiers qui présentaient leurs véhicules technologiques là, à cet événement-là, plutôt que dans un salon de l'auto. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, ça persuade les gens qui tripent technologie, justement, de regarder ce qui se passe. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On répète, mais cette fois-ci avec le Silverado électrique. Et contrairement à bien des manufacturiers, on le dit. Mark Reuss s'est dit que les gens qui vont regarder un Silverado électrique, ce n'est pas les gens qui vont acheter des camions régulièrement pour travailler avec. Tu vois, on se prépare déjà. Parce que, tu sais, quand on regarde ça, 4 roues directionnelles, des roues de dimension de 24 pouces et justement un toit aussi en vitre,
on n'est pas dans un camion de travail, là, présentement. Hein? On est vraiment dans un camion plus pour des avoir... roues de 24 pouces, c'est exagéré. Bon, il faut se le dire. Ils disent tout ça. Batterie de 200 kWh, probablement une autonomie probablement aux alentours de 600, au-dessus de 600 km. Écoute, c'est les spécifications du Hummer. Hein? On ne réinventera pas tout ça. C'est sûr que la course a été gagnée par Rivian. C'est le premier véhicule qui est en production. Nos collègues américains ont déjà fait des reviews là-dessus. Soyons francs, bon, c'est pas encore une fois un camion de travail. Quand tu attaches une remorque de 10 000 livres en arrière de ça, voire même un 15 000 livres, puis là, si on parle de Chevrolet Silverado, on a des 2500, là. Fait que commencer à monter à du 30 000 livres pour avoir un véhicule électrique, c'est pas pour rien que la Mark catégorie précisait 1500 va demeurer électrifiée, 2500, 3500 va demeurer à gaz. Et probablement qu'avec les normes qui arrivent 2025 et tout ça, on va greffer un petit système hybride. Allison, vous connaissez le fabricant de transmission de camions lourds et de camions justement faits pour le travail, bien, eux travaillent sur une transmission qui va incorporer un moteur électrique déjà pour les futures générations, surtout chez GM, parce qu'Allison travaille avec GM. Donc, ces versions-là vont être électrifiées, mais 100% électrique, ça va demeurer catégorie 1500 pour l'instant. Écoute, en rafale, Daniel, on fait un clin d'œil à la nouvelle Civic Type R. Quand on regarde le look, je suis pas du tout sûr. Tu sais, le fameux look Battlestar Galactica, là, je pense que c'est terminé. On est rendu vraiment à d'autres choses. On avait le côté sage de la nouvelle Civic, mais avec l'aileron. En tout cas, j'espère que ces images espions-là, ben, ça se réalisera pas trop parce que c'est pas nécessairement mon trip. Je sais pas trop quoi penser du look. Mais une chose est sûre, les années Boy Racer, la calotte de côté, ça devrait être terminé. On devrait amener quelque chose de sportif, oui, mais qui va avoir un style peut-être un peu mieux. Bien, on assagit la Civic parce que c'est la voiture la plus vendue. On ne veut pas prendre de chance. Non, puis on va aller chercher une clientèle, malheureusement, ou heureusement pour les gens qui sont visés, mais qui est un peu plus âgée que par le passé avec la Civic. Donc, on est plus grand public. Alors, il faut enlever le côté bébelle. Et il y a de la place, je le répète encore, chez Honda, il y a de la place pour rentrer un petit véhicule pour s'amuser. Oui. Parce que là, avec la Civic, on est sage. Donc, on va devoir s'amuser à quelque part parce qu'Honda, c'est le plaisir de conduire, c'est le fun. Puis là, bien, on n'a plus vraiment de véhicules qui sont dans cette direction-là. Du passé, hein? Bon, je comprends. Bon, Acura est en train de faire un peu ça aussi avec le retour de l'Integra. J'ai hâte de voir. Qui sait, on aura peut-être... Ça peut jouer de ce côté-là. Ça peut jouer de ce côté-là. Mais bon. Technologie Apple CarPlay, bon, tu le sais, ça a été téléchargé non seulement par des milliers de personnes pour utiliser avec leur véhicule. Il y en a même qui ont acheté des modules complémentaires, tout ça, pour faire la liaison avec leur véhicule. Il y en a qui ont rajouté des radios qui fonctionnaient avec Apple CarPlay. Mais là, on s'en vient vraiment avec une nouvelle évolution. Bon, tu le sais, la grande révolution d'Apple CarPlay dernièrement, ça a été de ne plus utiliser le fil USB, mais plutôt de l'utiliser simplement sans fil. Là, ça prend ça. Et maintenant, on s'en va vers une direction, vers le futur qui va être très intéressant parce qu'on veut contrôler la climatisation, on veut contrôler la radio, on veut contrôler les sièges au travers de l'application et j'en passe. Mais ça, pensez comme il faut à qu'est-ce que ça va faire au niveau de vos données. On veut devenir le système d'exploitation de base du véhicule. Exact. Et là, la radio, là, tu trouves ça simple, ouais, on joue l'embouton. Mais non, mais ça l'ouvre sur le monde, à toutes les radios. Moi, si j'étais une radio de Québec présentement, je me poserais la question sur ce qui s'en vient dans le futur, mon contenu, comment je vais réussir à être présent quand on part à Apple CarPlay. C'est un message que j'envoie. Merci beaucoup, Mathieu. Plaisir, Dan. Alors voilà, c'est tout pour les nouvelles de l'industrie. On s'arrête et on va bien rester là. Cette chronique vous est présentée par Nokian Tires en collaboration avec Desharnais, le connaisseur membre du réseau Point Est. Chez Desharnais, la mécanique, les pneus, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors, beaucoup de choses à discuter. Évidemment, c'est déjà le temps de parler de pneus d'hiver. Mais avant de tomber dans les conseils d'usage et d'installation, surtout la date, quand est-ce qu'on installe nos pneus, on va en parler dans un instant. Mais dans l'industrie automobile, on voit présentement qu'il y a une pénurie de voitures un peu partout. Est-ce que vous vivez la même chose dans le domaine du pneu?
Effectivement, on entend beaucoup parler, Daniel, des dernières semaines, derniers mois, problématiques d'approvisionnement, réservez vos pneus. C'est une demi-vérité. Oui, c'est vrai qu'on va avoir des pénuries, puis surtout pour les fabricants, je dirais, du côté plus asiatique, le principe de livraison, container, ces choses-là, les délais, oui, il faut se prendre d'avance. Sincèrement, ça peut nous mettre dans le trouble. Par contre, on a certains fabricants, pour ne pas les nommer, Nokian de ce monde, même Michelin, ces choses-là, eux autres, ils ont quand même beaucoup de produits. On devrait être capable de répondre à la demande. Encore une fois, quand vous avez une grandeur qui sort de l'ordinaire, attendez pas. Ces gens-là, ils se font toujours pogner parce qu'on n'en a pas des quantités astronomiques. Fait que si vous avez un produit spécifique que vous voulez avoir ou une grandeur spécifique, il faut s'y prendre un peu plus tôt parce qu'on risque de ne pas avoir notre grandeur ou notre pneu. Danny, c'est toujours la même chose. Quand on installe nos pneus ces temps-ci de l'année, est-ce qu'on ne veut pas les installer trop tôt, on ne veut pas les installer trop tard? Alors, c'est toujours un peu ambigu. Est-ce qu'on est vraiment dans la date d'installation de nos pneus? Présentement, sincèrement, on marche pratiquement à plein régime dans nos succursales. Donc oui, c'est le temps d'installer vos pneus d'hiver. Puis, dépendamment du genre de saison qu'on a, là, quand on a un été plus chaud ou un automne un peu plus chaud, on dirait que les gens disent « Non, j'installe rien, c'est sûr que je passe pas à travers. » Je ne veux pas les user prématurément, puis ça, c'est un peu normal. Effectivement, sauf qu'il faut comprendre que quand le bitume, la chaleur terrestre commence à descendre, le pneu va chercher beaucoup moins à s'user. Puis il y a beaucoup de gens, j'aurais de la misère à mettre un pourcentage, mais un très haut pourcentage de gens, surtout maintenant avec le travail à la maison, ces choses-là, les gens ne font pas beaucoup de millage. Donc, installez vos pneus maintenant. Vous êtes mieux de les installer là. On a le temps de vous prendre en succursale. On est capable de répondre à votre demande. Les gens attendent. Première neige, la panique pogne. On n'est pas capable de répondre à tout le monde, malheureusement. Fait que moi, je dirais, début octobre, les gens qui ne roulent pas beaucoup, il n'y a aucune problématique à ça. Aucune problématique. Puis les gens qui font beaucoup de kilométrage, peut-être de s'étirer jusqu'à la fin octobre. On installe, comme tu le sais, jusqu'à la fin novembre, puis même début décembre, qui sont dépassés la date. Mais est-ce que, Danny, tu conseilleras aux gens de peut-être s'y prendre d'avance pour leur rendez-vous, par contre? Oui, effectivement, si vous n'y avez pas déjà pensé, ça serait le temps d'y penser maintenant, parce qu'on commence, on a encore de la place, on est capable de vous recevoir, c'est pas une problématique, mais tu as raison, Daniel, les gens, des fois, se réveillent, commencent à faire froid. « Oh, je vais prendre mon rendez-vous. » Soyez assurés que ça fait longtemps qu'on donne des rendez-vous quand vous faites... Ou on se présente pas de rendez-vous, encore pire. Ou on se présente pas de rendez-vous. On en prend toujours, on est capable, mais c'est toujours une chance à prendre. Surtout ça, on peut avec se faire tourner, la pénurie de main-d'œuvre. Je pense que tout le monde, si quelqu'un n'est pas au courant qu'on a de la pénurie de main-d'œuvre, c'est parce qu'il n'est pas sur la même planète que nous autres. On va se dire la vérité, il y en a dans toutes les industries. Fait qu'on a moins de personnel, un petit peu moins. On est capable de répondre à la demande, comme je disais tantôt. Mais prenez un rendez-vous ou laissez-nous votre véhicule pour la journée. On est capable. Mais arrêtez d'attendre parce que, sincèrement, les températures présentement, là, la nuit, ça descend tout près de zéro. Cassez-vous pas la tête, là, les pneus, ils fondent pas au soleil. Il n'y a pas de danger. Absolument. Bon, maintenant, si on parle de l'installation même des pneus en peut-être deux volets, donc les personnes qui viennent installer les pneus ici au garage et les pneus, les gens qui les installent chez eux, il y a des conseils d'installation dans les deux cas. Je pense entre autres aux rotations, je pense à l'alignement. On met de l'azote, mais pas d'azote. Alors, allons-y pour les conseils pour les gens qui viennent installer ici en atelier. Premièrement, quand les gens font affaire avec un spécialiste comme Desharnais, oui, de travailler avec l'azote, ça va nous permettre de garder une pression d'air qui est beaucoup plus constante, un usure moins rapide aussi des pneus. Fait que ça va aider énormément. Donc, l'azote, oui, moi je pense que ça peut être très bénéfique, surtout pour les gens qui roulent beaucoup et surtout en hiver. Variation de température beaucoup plus grande, surtout présentement. Là, des fois, il va faire 15, puis pas longtemps après, il va faire moins 15. Il faut savoir que quand il y a des variations grandes comme ça de température, bien, ça va affecter la pression d'air dans le pneu. Fait que oui, c'est important. Puis l'azote va venir normaliser ça ou gérer ça, là, beaucoup. Ça, c'est une des choses importantes. Aussi, est-ce que l'azote va permettre, parce que maintenant, on a des capteurs de pression d'air dans les autos, et bon, dès qu'il commence à faire froid, puis la pression d'air varie dans le pneu, paf, notre lumière allume, comme de quoi que la pression d'air n'est pas bonne. L'azote, ça va aider ce problème-là. Exactement. Ça, c'est un des points. Je m'en allais directement dans cette direction-là. Okay. L'azote va aider au niveau des capteurs aussi. Ça va donner un bon coup de main à ce niveau-là. Puis l'autre chose, les gens sont tellement habitués maintenant d'avoir des capteurs TPMS. Des fois, la lumière allume, ils regardent ça un peu, il n'y a rien de mou, on continue ou on remet de l'air.
d'air. Il faut faire attention. Là. On s'est comme habitué. Avant, on n'avait pas de capteur TPMS. On était plus à l'affût. On regardait nos pneus un peu plus régulièrement. Maintenant, on dirait qu'on se fie juste à ça. Ah, le capteur allume, je regarde. Ah, il manque un peu d'air. C'est pas bon pour les pneus. Rouler à basse pression, c'est très nocif pour les pneus. Je veux que tu m'amènes sur l'alignement parce que ça aussi, c'est quelque chose d'assez important. Sincèrement, l'alignement, on devrait faire ça une fois par année. Minimum une fois par année pour les gens qui roulent, je dirais, entre 18 et 25 000 km par année. Puis les gens ils me disent, souvent, les réponses qu'on a, on voit l'usure des pneus commence à être croche un petit peu. On va voir le client, on dit, monsieur, madame, ça serait bien de vérifier votre alignement. Mon char est neuf, je ne fais pas aligner ça. Pour l'avoir fait à plusieurs reprises dans mon ancienne vie, je changeais de véhicule régulièrement. Mon véhicule était neuf. J'arrivais chez des harnais, faisais vérifier mon alignement. Hop, un petit quelque chose. Fait que l'alignement, à cause des conduites et des pièces de la conduite qui ne sont pas nécessairement très robustes, ça va arriver que la géométrie ne sera pas parfaite. Toujours faire vérifier ça. Ça, c'est un point important. En terminant rapidement, les roues déjà montées, ça aussi, il faut faire attention. Oui, exactement. C'est vraiment plaisant. Les gens achètent, puis on en vend énormément. Sincèrement, des roues d'acier, des mags, c'est quelque chose qu'on fait des kits montés qu'on appelle. On en fait beaucoup, beaucoup. Les gens disent, youpi, je vais faire ça chez nous. Je vais sauver pour l'installation. Puis c'est légitime, c'est correct aussi. Par contre, il y a beaucoup de choses. Les gens, on ne revérifie pas le balancement quand on fait ça chez nous. Si on a roulé beaucoup, les pneus ont usé, on s'entend que ça peut changer au niveau du balancement. Puis, y a-tu de quoi de plus plate que ça? Tu installes tes pneus, ça se met à shaker. Ça, c'est la première chose. La deuxième affaire, il faut faire très attention. Des spécialistes vont savoir où placer le pneu le plus usé, le moins usé, pour s'assurer de prolonger la durée de vie des pneus. Malheureusement, les gens connaissent un peu moins ça, puis pas pour mal faire, installe pas les pneus au bon endroit. Exemple, je vous donne un exemple très, très concret. On a 2 pneus plus usés. Bien, il y a un pourcentage d'usure qu'on peut mettre en arrière, même s'ils sont plus usés que les 2 autres, mais il y a un pourcentage qu'on ne peut plus mettre en arrière parce que ça devient dangereux pour notre sécurité. Donc, c'est des petites choses comme ça que de faire affaire avec un spécialiste, ça peut déjà donner un petit coup de main. Merci beaucoup, Danny. Alors, c'est bien lancé la semaine prochaine et pour les semaines à venir, on fait le tour des manufacturiers puis on poursuit nos conseils sur les pneus d'hiver. Merci beaucoup, Danny. Ça fait plaisir, Daniel. Merci. Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous poser vos questions. Jacques, on a quand même plusieurs questions. On y va rapidement. OK. Buick Verano 2015, 46 000 km, c'est un bon achat. Oui, ben oui. Moi, je ne connais pas personne qui a eu vraiment de problème avec ce véhicule-là. Puis, le prix, y a-tu le prix d'attache? Non, on n'a pas de prix. Ben, de toute façon, c'est bon. De toute façon, c'était bon. Il y a une bonne mécanique EM là-dedans. C'était bien insonorisé. Hein? Oui. Moi, je l'ai conduit quelques-uns, puis je peux te dire qu'au niveau plaisir de conduire, au niveau qualité des matériaux, tout ça, c'était correct. Puis c'est pas des véhicules qui sont extrêmement dispendieux. Un 2015, il ne faut pas que ça soit cher. Non plus. Il ne faut pas que ça soit cher. Ça, c'est le prix magasiné. Puis c'est des véhicules pour que tu t'achètes ça, puis tu vas garder ça là, encore 4-5 ans. Voilà. Une question pour toi, Jacques. Ah oui, donc. Directement. Une question pour monsieur. Bienvenue. Quel Beetle? Donc, on arrive d'un Beetle. J'aimerais avoir un modèle rare, mais que je peux rouler de temps en temps l'été, évidemment, quand il fait beau. Dans quelles années je dois choisir? Est-ce qu'il y a un modèle en particulier que je dois choisir? Bon, tous les modèles sont intéressants, mais ça demande une préparation mécanique parce qu'on le veuille ou pas, si on achète 58, 59, il commence à avoir de l'âge. Moi, j'avais trouvé un 59, puis je peux te dire que le moteur, on a mis ça en marche et que c'est surprenant ce que ça fait. Mais on va plus loin avec ça parce que... C'est le son des moteurs de ces années-là qui sont particuliers. C'est ça. Mais tu sais, rapidement, on embarque là-dedans, là, puis on s'aperçoit que c'est vieux. Il y a du chemin à faire. Tu sais, les ceintures de sécurité, c'est des ceintures qu'on a été obligés de s'installer parce qu'il n'y en avait pas à cette époque-là. Et toute la panoplie de cadrans qu'on est habitué à voir aujourd'hui, ou toutes les lumières qui s'allument dans les tableaux de bord, tu n'as plus rien de ça. Tu sais, c'est un automobile là, tellement de base. Mais une année qu'il ne fallait pas toucher, je ne me souviens pas, je pense que c'était 1962, qui était extrêmement faible au niveau des arbres à cames et au niveau des soupapes.
Mais en dehors de ça, 63, 65, des très bonnes années. 67, c'était très bon. Alors, quelqu'un qui trouve un véhicule comme ça, s'il a été entretenu, il faut refaire l'auto comme il faut avant de prendre la route avec pour ne pas être obligé de revenir attaché par le cou puis qu'on soit déçu de notre achat. C'est des beaux véhicules. C'est des véhicules qui... Écoute, une chose est certaine, c'est que regardez le dessous, dans quelles conditions il est, parce qu'eux autres, ils sont portés à rouiller ou à percer, ou ce qui était la batterie en dessous du siège arrière. Et quand l'acide débordait un peu, bien, à la longue, ça perçait le plancher. Alors, il y a de l'entretien, il y a de la vérification à faire. Et les moteurs, bon, il y a de la pièce. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de la pièce pour ça. Pas bon marché tout le temps, mais quelqu'un va acheter ça pour rouler. Parce que le prix, parce que si on regarde sur les marchés américains, c'est que c'est pas rare de voir un Beetle à 25 à 30 000 piastres US. Tu sais. Alors, ceux qui sont beaux et qui sont propres, ils valent l'argent. Mais est-ce qu'on veut avoir un coupé 2 portes là, ou qu'on veut avoir un convertible? C'est à choisir. Et c'est à choisir qu'est-ce qu'on va trouver aussi sur le marché. Les gens qui ont ces véhicules-là et qui les ont restaurés ne veulent pas les donner. Fait qu'il faut les payer. Absolument. Évidemment. Alain, il dit « Je prévois changer mon Ford Escape pour un Bronco Sport. » Ça revient quasiment du pareil au même. Ouais. Ça va me coûter près de 6 000 mais je le trouve tellement beau, le nouveau Bronco Sport. Est-ce que je fais un bon achat? Bien, vous changez 4,30 sous pour une pièce, mais vous avez un tout nouveau modèle puis un véhicule qui a été quand même, il faut être honnête, là, qui a été retravaillé un petit peu comparativement parce qu'on utilise la mécanique puis la base de l'Escape, mais on a retravaillé pas mal le tout, renforcé ici un peu et là. Ça ne devient pas un véhicule hors route parce que c'est pas le Bronco traditionnel, mais on ne peut pas empêcher un cœur de mai. Si vous voulez, on dépense puis vous allez avoir votre bon véhicule. Moi si je l'arrêterais, ce serait justement pour la gueule, pour la ligne, qu'est-ce qu'il donne. Et il ne m'excite pas plus que ça. Moi, je regarde qu'est-ce que Jeep fait encore aujourd'hui. Je trouve que Jeep fait quelque chose qui vieillit bien. Bronco, bien, ils ont de quoi me prouver. Moi, là, puis il y en a presque de disponibles à part de ça à ce temps-ci. Si on regarde un peu, on en trouve. Oui, puis... il y en a même de l'usagé, déjà. Ben oui, mais c'est un bon coup de Ford d'avoir fait une version abordable du Bronco. Donc, si tu aimes le Bronco puis l'allure du Bronco, du gros Bronco traditionnel, bien, tu peux l'avoir à moindre coût avec le Bronco Sport puis aller chercher quand même des éléments visuels Justement. Qui sont un peu plus dynamiques que l'Escape. L'Escape, il a besoin, lui aussi, d'être revampé puis d'être mis au goût du jour parce qu'il a l'air à sortir de nulle part dans la famille Ford. Fait qu'on va devoir le réintégrer dans la famille Ford au niveau design. Tandis qu'avec le Bronco Sport, là, tu as une identité directement. Complètement. Alors ça, c'est un bon coup. C'est un bon coup de Ford. Alors, allez, un 6 000 $, si vous voulez qu'on en fasse du 6 000 $. Vous allez avoir votre Bronco. Joanne a dit « Je regarde pour acheter la nouvelle Civic 2022, un achat à long terme, plus de 10 ans, ma voiture actuelle a 12 ans, je ne sais pas c'est quoi, et elle a de la rouille, donc elle veut avoir la Civic pour une dizaine d'années. C'est la voiture la plus vendue, l'entretien va faire la différence, c'est ça. Moi, je pense qu'un véhicule comme ça, puis... on sait que ça peut rouiller, alors le traiter à l'anti-rouille immédiatement et le faire suivre régulièrement, année après année, ça va durer 10-12 ans assez facilement parce que dans Honda, à ce niveau-là, on a de la bonne mécanique et de la bonne carrosserie. Moi, je pense que oui, on achète. On achète. Ouais. On achète la Civic et on fait attention. Protéger la carrosserie, protéger la rouille, on entretient, puis ça devrait très bien aller. On se pose des questions maintenant, Jacques, sur les prix des véhicules d'occasion. Je trouve que les prix des voitures d'occasion sont maintenant trop élevés. On en profite vraiment. La COVID a le dos large. Donc, ça se reflète dans le véhicule d'occasion. Puis il dit que présentement, on pourrait se faire avoir. C'est Jean-Pierre qui dit ça. Il faut faire attention. Par exemple, je magasinais un Infiniti QX80, 190 000 km. On demande plus de 30 000 $ pour ce véhicule-là, ce qui semble qu'il n'y a pas de sens pour la personne en question.
mais ça se reflète partout dans l'industrie, peu importe le modèle, peu importe la marque. Évidemment, dans le véhicule d'occasion. Comme on n'a pas de véhicule neuf à vendre, on se reprend un peu sur le véhicule d'occasion. Puis la pénurie de véhicules neufs met une pression à la hausse sur les prix des véhicules d'occasion. Oui, et de 4 à 5 000 facilement sur chaque véhicule. Et dès qu'il rentre un véhicule semblable qui est propre, qui est facilement récupérable, bien, on fait un bon shampoo, on le met très beau, très propre, puis on n'a pas de difficulté à les revendre. Alors, 30 000 180 000 km. 190 000 km, genre? Oui, 180 000. Bien, c'est que là, on arrive à une période de temps, c'est qu'il risque d'avoir de l'entretien. Mais, ben oui. Mais c'est le prix. C'est le prix à aller payer. Je trouve ça cher. Je m'en achèterais pas un. Je pense pas. C'est comme ça dans tout ce qui est camion. Camion, sport utilitaire, camion, gros format. Les prix sont complètement dérisoires, mais la demande est forte. Alors, si tu possèdes un véhicule comme ça, tu le revends cher, tu profites du marché qui est très, très bon et très favorable. Gilles, il dit, avez-vous des nouvelles de l'Aria de Nissan? Ça, c'est le sport utilitaire de Nissan. Qui devrait. J'ai été déçu de ne pas l'avoir vu au salon. Moi aussi, j'ai été déçu. Il y avait une affiche. L'affiche qui disait que l'Aria va arriver très bientôt. Mais on n'a pas encore vu. Ça fait pourtant très longtemps qu'on nous en parle. Retardé un petit peu, mais ce véhicule-là va arriver très bientôt. Je m'attends à ce qu'il arrive dans les prochains mois. Ça devrait être cet automne. Fait que sport utilitaire, il faut être patient encore un peu du côté de chez Nissan, mais ce n'est pas les seuls à retarder dans ce monde-là. Je cherche un petit camion comme Ranger Colorado, fiable, économique, pour un achat de 8 à 10 ans. Dans le segment, il y a beaucoup de joueurs intéressants. Les deux premiers sont déjà intéressants, puis on peut ajouter le nouveau Frontier qu'on va vous parler dans les prochaines semaines. D'ailleurs, on peut ajouter le Tacoma, qui est un très gros joueur dans ce segment-là également. J'aimerais pas avoir à faire un choix, moi, dans le segment. Pas évident. Il ne faut pas en avoir de besoin. Il y a quelqu'un qui m'écrivait hier, qui me demandait de l'information sur le Maverick, qui est moins camion que les autres, mais le type, il dit, qui est là pareil. Il dit, j'ai un Ranger 2007. 2007? 2007, ce qui a fait le travail jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais changer pour un modèle plus nouveau. Il dit, Maverick, qu'est-ce que vous en pensez? On n'a pas grande information, à part qu'on sait quelques détails, mais l'avoir en main pour pouvoir le conduire, ça, c'est une autre chose. Mais il va y avoir un marché pour ça aussi. Ouais. Bien, c'est ça. Le Maverick en est un qui est un peu moins camion que les autres. Dans le segment-là, le Tacoma devient un choix vraiment intéressant pour moi. Le Ranger va changer. On sait qu'il arrive l'année prochaine avec un nouveau modèle. 8 à 10 ans, avec une bonne valeur de revente, le nouveau Frontier, le Tacoma sont les choix numéro 1. Ranger et Colorado en fin de ligne pour ces véhicules-là, mais vous pouvez piger, puis vous allez avoir un bon camion. Oui, un Tacoma, on le sait que ça donne du rendement, et la valeur de l'achat va être là à tout moment. À tout moment, si dans 5 ans vous êtes tanné, mettez-le en vente, il va se vendre. Absolument. Ouais. Merci, Jacques. Avec plaisir. Un plaisir. Alors, voilà, c'est déjà tout pour l'émission. On se revoit la semaine prochaine, mardi soir, 21h30, pour un autre virage. Cette émission vous a été présentée par les Centres d'inspection technique CAA Québec.